Donc, du coup, Ilan, toi, ça fait combien de temps que tu es à New York? Écoute, moi, ça fait 20 ans 20 ans. maintenant. Ouais. Donc, j'ai 2004? quasiment plus vécu à New York qu'en France dans ma vie maintenant. Ouais, 2004. Parce que tu as quel âge? 44 ans. Ok. Ouais. Et t'es parti là-bas, je sais pas, après des études ou... Écoute, je suis parti juste après mes études d'école de commerce. Donc, moi, j'ai fait une prépa HEC, ça s'appelait à l'époque. Et ensuite, école de commerce à Marseille, qui Mhm. s'appelle Kedge. Et puis, moi, j'avais fait mon premier voyage à New York avec mes parents quand j'avais 11 ans. Donc, il y a longtemps, en 91. Et ça c'est resté incrusté dans mon cerveau jusqu'au moment où j'ai pu partir et démarrer ma carrière là-bas. Et donc, je suis parti juste après mes études. J'ai même pas été chercher mon diplôme. Et septembre 2004, arrivé à New York. Ok. Et c'était pour lancer ta boîte ou pas? Non, les 4 premières années, j'ai navigué d'une boîte à l'autre. J'ai commencé à bosser dans la tech un an plus tard, 2005. J'ai bossé pour 3 startups différentes entre 2005 et 2008. Les 3 se sont plantées pour des raisons différentes. Et puis j'ai monté ma première boîte productive en 2008. 2008. 2008, ouais. Pendant la crise, du coup? Pendant la crise, mais la tech était en effervescence. Mm. Donc crise financière, effectivement. Donc beaucoup de copains à moi qui sont dans la finance ont souffert de cette crise. Nous qui étions dans la tech, moi j'étais honnêtement un des premiers entrepreneurs dans le SaaS. Tu vois, à New York en 2008, tout se passait dans la Silicon Valley. Des Français à New York dans la tech, franchement, on était très très peu. Mais c'était les grandes années. C'était les grandes années de la tech. Moi, quand j'ai commencé à bosser dans la tech en 2005, c'était les tout débuts de ce qu'on appelait à l'époque le Web 2.0. Donc, c'était un peu la nouvelle vague de start-up, de technologie, tu vois, les premières années de Facebook, de Twitter, l'iPhone qui sort en 2007, l'App Store qui sort fin 2008. Et moi, je monte ma boîte mi-2008, justement avec en tête l'ouverture prochaine de l'App Store et ce que les apps mobiles vont changer dans ce monde-là. Ouais. C'était quoi, du coup, ta première boîte? Productive, outil de gestion de tâches pour des équipes. Donc vraiment outil de productivité. Il y avait beaucoup d'outils de to-do list à l'époque, mais web-based. Donc tu avais une interface web, parfois tu avais une application desktop. Mais évidemment, il n'y avait rien sur le mobile. Et je sentais, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, que les applis mobiles allaient changer le software. Et donc, on a créé la première app multiplateforme de gestion de tâches, donc pour que tu puisses créer des tâches pour ton équipe, pour tes projets, les assigner aux bonnes personnes, mettre des reminders, recevoir tes notifications sur le mobile via l'appli mobile. Donc, aujourd'hui, il y en a des milliers. À l'époque, on était vraiment des premiers à créer ça. Ok. Et t'as fait ça pendant combien de temps? Donc, productif 4 ans. Ok. 4 ans avant qu'on se fasse racheter par une boîte publique qui s'appelle Jive Software, et qui était une boîte de Palo Alto, de la Silicon Valley, financée par Sequoia, par Kleiner Perkins, etc. Donc, très belle boîte qui venait de rentrer en bourse. Nous, on commençait à avoir pas mal de traction avec Productive. On avait quand même près d'1 million d'utilisateurs à l'époque. On commençait à faire des vrais revenus aussi. Et surtout, on commençait à être assez connu dans le monde du task management. Et on s'est fait approcher par Jive au moment où on allait lever un Serie A. Donc, Ok. on commençait à avoir suffisamment de traction pour aller lever un Serie A. On avait même trouvé l'argent. On allait signer une term sheet pour lever cette Serie A. Et à ce moment-là, on a Jive qui nous contacte pour potentiellement nous racheter parce qu'ils cherchaient un acteur dans cette catégorie-là. Et finalement, on a décidé de vendre à Jive, donc novembre 2012, 4 ans et demi à peu près après avoir démarré Productive. Ok. Ouais. Et alors, à ce moment-là, c'était au niveau des rachats de boîtes. Ouais. C'était principalement les boîtes de la Silicon Valley qui rachetaient des boîtes à Oui. New York. Ouais. Oui. Qui rachetaient d'ailleurs souvent des boîtes de la Silicon Valley. On était peu de boîtes de software à New York, même encore en 2012, il y avait très peu de boîtes de software. Tu commençais à avoir un petit peu de boîtes consumer tech qui venaient de New York, tu vois, même les premières boîtes qu'on appelle aujourd'hui direct to consumer, donc tu vois, les nouvelles boîtes e-commerce, des Warby Parker, des Casper dans les matelas, et toutes ces boîtes-là commençaient à peine à naître à New York. Donc c'était une nouvelle vague. Software, on n'était pas beaucoup.
C'était un sujet, d'ailleurs, au moment du rachat, parce que la condition, c'était qu'on bouge tous à Palo Alto, toute la boîte, toute l'équipe. Alors, on n'était pas beaucoup. Et puis, il a fallu convaincre un peu tout le monde, mais finalement, on a tous déménagé à Palo Alto. C'était évidemment longtemps avant le Covid. Ouais. On ne savait pas bosser en remote quoi, à l'époque, donc tout le monde a dû bouger là-bas. Ça a été un sujet, et puis une fois que le sujet était traité, c'était cool, quoi. Donc toi, t'es parti à Palo Alto. Ouais, je suis parti habiter là-bas à peu près 2 ans. Toute l'équipe, on a tous bougé là-bas. Et c'est des bons souvenirs. C'est des très bons souvenirs. Et t'as préféré New York ou Palo Alto? Ouais, la New York. preuve, je suis revenu juste après. Je suis vraiment modérément fan de la Silicon Valley, personnellement. Mais c'était quand même des bonnes années pour découvrir cette région, parce qu'on est entre 2013 et 2014. Beaucoup de très belles boîtes sont nées pendant ces années-là. Donc moi, j'ai commencé à devenir business angel aussi pendant que j'étais là-bas. Et c'était un très bon cru. Tu vois, pour les investisseurs à l'époque, les valos étaient basses. Et en même temps, beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de disruptions sur tous les secteurs. Donc beaucoup de nouveaux leaders d'aujourd'hui sont nés pendant ces années-là. Et donc j'étais là-bas au bon moment. Mais après, à titre personnel, moi, avec ma femme et les enfants, etc., on avait plutôt envie de revenir à New York. On a toujours aimé la culture. Qu'est-ce que tu remarques comme différence dans la culture entre la Silicon Valley et New York, du coup? Écoute, d'un côté, c'est très urbain. C'est New York, c'est... Culturellement, tu as tout à New York. La ville est grouille en permanence. Tu as des gens qui travaillent dans tous les secteurs. Donc, c'est pas limité à la tech, tu vois, ce qui est le cas quand même beaucoup quand tu habites à Palo Alto. Tout le monde bosse dans la tech, tout le monde bosse chez Google, Facebook, etc. Et ça, moi, ça m'a jamais plu, tu vois, ce genre de côté très communautaire et finalement assez fermé. Pour l'éducation, pour les enfants, je trouve que de grandir dans une ville comme New York, c'est pas forcément évident, mais t'as une richesse pour tout, tu vois, pour ce que tu vas faire après l'école, pour les activités que tu peux découvrir, le choix des écoles dans lesquelles tu vas pouvoir les mettre, la diversité des gens qui habitent dans la ville. Je trouve que c'est une ouverture exceptionnelle. Et nous, à titre personnel, on avait commencé à créer, tu vois, notre vie là-bas sociale et nos amis et qui justement qui viennent de tous les domaines, qui travaillent dans tous les domaines, qui viennent de toutes les régions de France ou d'ailleurs. Et ça, je trouve que tu as une diversité en fait à New York que tu n'as nulle part ailleurs. Mais est-ce que du coup, tu as quand même un quartier où tu as que des boîtes de la tech ou comment ça se passe à New York? New York, c'est assez bien réparti en fait dans la ville. Oui, tu as peut-être, tu vois, Flatiron, Soho, où tu as pas mal de concentration de start-up. Mais franchement, il y en a partout maintenant. Là, aujourd'hui, si on fast-forward à 2024, tu as des startups partout. La tech est partout dans la ville. Tu as beaucoup de gens qui bossent dans la tech. Des ingénieurs comme des product managers, comme des marketeurs. Ça date d'il y a quelques années au final. Donc une boîte française, par exemple, qui veut s'implanter à New York ou un entrepreneur qui veut lancer sa boîte à New York, tu ne leur recommandes pas forcément un endroit en particulier? Non, pas du tout. Okay. Non, tu peux être partout. Tu peux être à Brooklyn, Upper West Side, comme à Soho. Non, il n'y a pas de sujet maintenant. Ok. Ouais. Il y a des endroits quand même où ça sort un petit peu, je sais pas, des espaces de coworking connus, des cafés connus où les gens de la tech se retrouvent, je sais pas, pour les déj, des trucs comme ça. Oui, t'as quelques hôtels, tu vois, où tu vas avoir les gens qui voyagent à New York ou qui viennent quelques jours de San Francisco, tu vois, ils vont se retrouver principalement dans le quartier de Flatiron, qui est à côté de Union Square. Là, t'as pas mal de startups. T'as quelques hôtels, quelques cafés. Resto, je suis pas capable de t'en citer honnêtement, où tu as une concentration. Non, je pense que maintenant c'est tellement intégré dans le paysage que tu vois, il n'y a pas un truc qui me saute aux yeux comme ça. Okay. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Crisp est une plateforme française permettant aux entreprises de créer des liens de proximité avec leurs clients. Grâce à une suite d'outils rendant les équipes plus productives et les clients plus heureux, le logiciel facilite ainsi la gestion de la relation client. Crisp vous assure donc que chaque client ou prospect se sente entendu et aidé en un rien de temps, à n'importe quelle heure et sur tous vos canaux de communication. Et voici ce qui rend Crisp vraiment différent. Une bombe de valeur pour toutes les entreprises, qu'elles se lancent ou qu'elles soient déjà établies, grâce à des tarifs adaptés à tous les besoins, un niveau de personnalisation hyper poussé pour tous les secteurs d'activité, des modèles d'intelligence artificielle
artificielle sur mesure et un support client en français avec une réactivité de folie. Alors si vous souhaitez transformer votre expérience client pour en faire un avantage concurrentiel, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Et alors du coup, si on en revient à l'histoire de Productive, Ouais. tes premiers recrutements, c'était des Américains, des personnes originaires de New York, Des Français. des Français? Ouais, moi j'ai toujours eu un modèle où, déjà moi je crois beaucoup au talent français, talent engineering, design, tu vois, j'ai toujours cru qu'on était quand même assez fort. Il y a un avantage aussi quand tu recrutes des Français, mais pour le coup c'était des Français mais que je faisais venir à New York. Donc on leur faisait les visas, etc. Et là tu as un côté aussi très loyal, parce que comme ils viennent pour toi ou pour ta boîte, tu vois, il y a un sentiment de reconnaissance, de mission, d'attachement, qui fait que quand tu compares à des Américains qui ont une facilité de bouger d'une boîte à l'autre, tu vois, c'est moins stable, en fait. Donc, évidemment, au fur et à mesure de mes boîtes, j'ai fini par recruter de plus en plus d'Américains dans les boîtes, mais j'ai toujours aimé avoir des Français dans les équipes très tôt, à des postes importants aussi. Et quand tu regardes le modèle des startups françaises qui se sont implantées aux US, tu regardes au final dans le leadership, il y a aussi beaucoup de Français. Ouais, c'est un Toujours. noyau de Français. Ça aide aussi à, tu vois, à s'acclimater à la culture locale, à faire la transition. Quand tu prends des Franco-Américains, bah, ils comprennent de plus en plus la culture américaine, ils sont français, donc ils sont capables de faire un peu la transition entre les deux. Ok. Donc, j'ai toujours fait ça, moi. Ce que j'avais envie de te demander, c'est quoi qui t'a marqué dans la culture américaine, du coup, mais t'as presque vu que ça, en fait. Si t'as bossé directement depuis là-bas. Oui, moi j'ai toujours connu que ça. Ouais. Maintenant, je connais quand même très bien la culture du travail française aussi, parce que j'ai déjà eu aussi des filiales en France, etc. Donc, on va dire que je comprends bien les deux. Il y a des tonnes de différences entre les Français et les Américains, la façon dont on travaille. Enfin, je sais pas si on a envie de rentrer dans tous les détails, mais la culture américaine, c'est une culture, tu vois, si je devais résumer, c'est une culture qui est très transactionnelle. Donc, je t'apporte quelque chose, peut-être que demain, tu vas m'apporter quelque chose en retour, tu me contactes, on se connaît pas, mais si ton pitch, il est convaincant, bah, peut-être que je vais vouloir te recevoir, prendre un café avec toi, parce qu'il y a une opportunité derrière intéressante. Je dis pas que c'est un peuple qui est intéressé, je dis juste que c'est un peuple et une culture qui est très, très opportuniste, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que l'American Dream ou les États-Unis, c'est un peuple qui s'est construit sur les opportunités. Et ça se voit, tu vois, dans la culture du travail aux États-Unis. Les Français, on est beaucoup plus vrai, beaucoup plus dans la durée, dans les relations qu'on construit, peut-être plus froid de prime abord, et puis ensuite plus profond dans les relations. Ouais. Les Américains, c'est peut-être l'inverse. Tu vois, donc mine de rien, ça fait une vraie différence. Ok. Ouais, j'avais discuté de ça avec Carlos, justement, le côté transactionnel et relationnel entre les deux pays. Ouais, tout le monde va te dire la même chose, je pense. Ouais. Et tes recrutements, du coup, aux US, comment tu les as fait? Comment est-ce que tu as trouvé des talents américains? Ça m'a pris du temps à commencer à recruter des vrais Américains. Ma deuxième boîte, Illy, on commençait à avoir quelques ingénieurs américains. Quand on a recruté nos premières personnes qui faisaient du marketing, c'était des Américains. Ma troisième boîte, Willow, là, on avait une grosse équipe en France. Puis moi, j'ai monté l'équipe américaine. Et là, on avait quasiment que des Américains. Bon, bah, tu vois, au fur et à mesure, les gens que tu recrutes, ils regardent un peu ton CV. Quand tu les contactes, ils regardent un peu ton LinkedIn, etc. C'est OK, bon, cette personne-là a levé des fonds avec des fonds américains. Petit à petit, moi, j'ai commencé vraiment à m'intégrer dans l'écosystème. Et tu vois, ma dernière boîte, Async, on a levé quasiment qu'avec des investisseurs américains et des fonds américains. Tu vois, j'ai petit à petit fait de plus en plus la transition vers... je suis plus le français aux États-Unis, mais je suis plus l'américain qui a des origines françaises, tu vois. Et c'est normal, après quelques années, tu commences aussi à chercher ta place dans la société américaine. Et petit à petit, même si j'ai un accent français quand je parle en anglais, bah finalement, comme beaucoup de New-Yorkais, on a tous un accent, on vient tous de quelque part. Et j'ai commencé aussi à l'intégrer dans ma personnalité. Donc finalement, bah, les employés américains que je recrutais, ils me voyaient plus comme un Français. Ouais.
Et tu les trouvais sur un site en particulier? Tu les démarchais Moi, j'ai toujours chassé. Tu vois, donc LinkedIn. LinkedIn, ok. Toujours chassé sur LinkedIn. Je sais bien le faire. Je sais bien. Je pense que c'est une de mes forces, c'est de savoir, tu vois, écrire des accroches qui vont faire que les gens vont avoir envie de décrocher le téléphone ou d'avoir une première conversation. Ouais. Et puis une fois que tu as une première conversation, quand tu es entrepreneur, tu sais vendre. Tu vois, tu sais vendre ta mission, tu sais vendre ta boîte, tu sais... tu convertis pas tout le monde, mais en tout cas, très souvent, je suis parti de zéro, des gens qui me connaissaient pas et que j'ai réussi à recruter comme ça, ouais. Et comment c'est quoi la structure du coup de ton accroche? T'envoies un message sur LinkedIn, tu dis... On a levé tant avec telle et telle personne pour aller changer la façon dont les familles communiquent entre elles. Tu vois, tu résumes ta mission et tu fais une grande mission. On cherche notre première recrue marketing. Tu as le profil parfait. Est-ce que je peux te raconter ce qu'on fait? C'est Ok. 2 lignes, quoi. Ouais. Et go. Voilà. C'est trop bien. Et par rapport à lever des fonds, du coup, tu parles de ça. Quand tu as levé des fonds, c'était avec des fonds new-yorkais ou plus du côté de la... Moi, un peu de tout. Chaque boîte que j'ai faite, elle a une histoire de levée de fonds un peu différente. Productive, c'était les tout débuts. On n'a pas levé beaucoup d'argent et on a fini par lever avec un fonds du Connecticut, donc à côté de New York. Illy, on a levé principalement avec un fonds californien qui s'appelait Felicis. Et ensuite, Willow, donc, qui est une boîte où on développait un robot qui remplace la brosse à dents pour les enfants, qui est une boîte qui continue et qui, je pense, qui va avoir beaucoup de succès. Là, on a levé beaucoup d'argent avec un fonds en particulier qui s'appelle Kleiner Perkins, donc, qui est un des fonds phares de la Silicon Valley, donc très américain. Et ensuite, Async, là, on a eu plusieurs petits fonds, mais assez branchés, des fonds de New York, de Miami, de Californie, un peu de partout. Tu remarques une différence entre les différents fonds en fonction qu'ils soient, par exemple, non, dans la façon de pitcher, il n'y a rien de différent? Non, parce que tout le monde parle le même langage. Tu vois, quand tu lèves des fonds pour une start-up tech qui disrupte un marché ou qui réinvente quelque chose, tu parles aux investisseurs qui comprennent ce que tu fais et peu importe où ils sont basés. Depuis le Covid en particulier, tout le monde a circulé, tout le monde est... Tu vois, t'as beaucoup de mecs de Californie qui sont partis s'installer à Miami, t'as des gens de New York qui sont partis en Californie, t'as des gens de Californie qui sont venus à New York. La culture de l'investissement, elle a commencé un peu à se fusionner, peu importe où tu es basé, quoi. Ouais, ok. Ouais. Et par rapport justement au marché de l'emploi, tout ça, comment est-ce que ça se porte actuellement aux États-Unis? C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Depuis 2 ans, t'as beaucoup de consolidation dans les boîtes, t'as beaucoup de réduction d'effectifs, de recherche de rentabilité, de plus de performance avec moins de gens, peu importe le stage de la boîte. Ouais. Que ce soit une boîte très early stage qui lève un seed, qui va recruter peut-être 2 fois moins de personnes que ce qu'on aurait fait il y a 5 ans, ou des scale-up, tu vois, qui commencent à avoir beaucoup de revenus, des belles croissances, et qui va aller chercher beaucoup plus de rentabilité plus tôt, tu vois, pour montrer que c'est des croissances saines. Et donc, du coup, ça recrute moins, ça libère plus d'employés sur le marché. C'est plus dur de trouver du travail. Les juniors en particulier, je trouve qu'ils galèrent beaucoup. Moi, je reçois beaucoup de messages de gens qui cherchent des jobs et j'ai de moins en moins de solutions pour eux, en fait. Ouais. Et je pense à tous les stades de ta carrière et aussi dans tous les départements. Ça va être vrai pour du product management, pour du marketing, je pense qu'il y a des jobs qui continuent à recruter bien quand tu es bon, c'est les ingénieurs et les sales. Ouais. Ok. Ouais, ça continue à bien marcher. Ça a commencé pendant le Covid, en fait. Enfin, un peu après. Je pense, ouais, c'est peut-être après Covid. La tech, ça a quand même explosé pendant le Covid dans le bon sens. Tu vois, c'était vraiment le seul secteur qui était qui a surfé un peu sur une nouvelle vague de produits. Il y a eu une nouvelle vague dans le software B2B où tout le monde travaillait sur l'avenir du travail remote, etc. Donc il y a eu, même moi, ma dernière boîte, on a surfé un peu là-dessus. Et au final, ça s'est un peu éteint, tu vois, parce que il y a beaucoup de gens qui sont retournés au bureau.
Il y a beaucoup en fait des outils qu'on utilise aujourd'hui dans le monde du travail remote qui étaient les mêmes outils qu'avant en fait, qui se sont un petit peu réinventés. Tu vois, je pense à Zoom et autres, Slack, etc. Ouais. Donc au final, il n'y a pas eu autant d'appels d'air que ça sur tu vois, un nouveau secteur de boîtes de software pour les sociétés remote. Et donc du coup, ça s'est un peu éteint, ça s'est un peu calmé et à côté de ça, les fenêtres d'IPO, d'entrée en bourse, aussi se sont un peu refermées. Donc les grosses boîtes ont dû s'armer de patience pour attendre la prochaine fenêtre d'IPO qui, je pense, va commencer à apparaître en 2025. Ok. Tu penses que là, on est au moment où ça va... Je pense que ça y est, on va revoir pas mal de boîtes rentrer en bourse. Ok. De tech. Et alors, moi, je connais pas assez les introductions en bourse, mais ça se fait principalement à New York, on est d'accord? Oui. Ok. Ouais. J'ai pas de chiffres, mais 90% des belles boîtes tech, même européennes, vont rentrer en bourse soit au Nasdaq, soit au NYSE, New York Stock Exchange. Donc, c'est les deux places boursières principales à New York. Mais toutes les boîtes, par exemple, californiennes, la Silicon Valley, quand elles rentrent en bourse, elles rentrent là. Tu vas avoir quelques exemples de boîtes françaises qui vont rentrer sur Euronext. Tu vois d'autres boîtes canadiennes qui vont rentrer à Toronto. C'est des plus petites places boursières, donc des plus petites capitalisations boursières aussi pour ces boîtes-là. Beaucoup moins de potentiel, moins de visibilité, etc. Donc oui, la grande majorité, c'est New York. Ok, parce que historiquement, New York, c'est là que ça se passe pour... Bah ouais, tu vois, Wall Street, ça a toujours été le centre du monde, quoi, là-dessus. Alors du coup, est-ce que tu remarques une différence entre les startups qu'il y a à New York ou qui se construisent à New York et celles qui se développent dans la Silicon Valley? Dans le sens où, je sais pas si c'est vrai, mais il y a une phrase qui dit... en gros, si tu veux faire du produit, il faut aller dans la Silicon Valley. Et si tu veux faire du business, il faut être à New York. Ouais. Écoute, oui, on peut faire une petite différence, je pense, sur le profil des boîtes new-yorkaises versus le profil des boîtes californiennes. Il y a en moyenne beaucoup plus de tech, tu vois, de technologie et de disruption sur ce qui est développé en Californie parce que tu as les plus gros talents qui vont pouvoir t'aider. Tu vois, tu fais de la AI. En ce moment, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Ouais. Les grands talents AI, ils sortent de Stanford, ils sortent de Google, ils sortent de Meta, ils sortent de ces boîtes-là et en fait, elles sont toutes là-bas. Ouais. Donc en fait, pourquoi s'embêter quand tu montes une boîte en ce moment d'agents AI à aller essayer de le faire à New York, à ramener des gens de là-bas? Ils sont là-bas, tu vois. La grande majorité de ces talents, principalement engineering, viennent de là-bas. Donc oui, il y a une forte concentration d'innovation, de disruption qui vient de là-bas, de ces boîtes-là. New York, pareil, si on doit un petit peu généraliser, il y a une vraie puissance de boîtes, on va dire, plus consumer. Pourquoi? Parce que New York, tu as tout le monde. Tu as de la diversité, tu as tous les usages, tu as beaucoup de consommateurs. Donc, tu as de très belles boîtes consumer qui naissent à New York. C'est pour ça que l'ère des boîtes D2C, tu vois, direct to consumer, elles étaient toutes nées à New York parce que c'est plus facile de tester, c'est plus facile d'essayer de monter un play retail, par exemple, quand tu es à New York. Les gens sont dans la rue, en fait, ils sont là. Donc, on a une vraie culture de boîte consumer. Oui, il y a aussi des boîtes B2B, mais ça va être aussi beaucoup de boîtes, tu vois, dans le monde de l'advertising, par exemple, où il y a une vraie culture pub, marketing qui vient aussi à New York et les talents marketing. Donc, si on doit résumer, talent tech, forte concentration en Californie, talent marketing et donc déployer des nouveaux usages, etc., beaucoup à New York. Et donc, les boîtes qui se construisent autour de ça se servent de ce pool de talents. Et c'est pour ça que des grosses boîtes de la tech américaine lancent des bureaux à New York, j'imagine. C'est pour effectivement utiliser des talents commerciaux, marketing. Les clients sont à New York. Donc, si tu regardes, par exemple, Facebook, ils ont des gros bureaux à New York. Instagram, très grosse équipe à New York. Pourquoi? Parce que les clients, en fait, comment on dit en français, les advertisers, les annonceurs, sont là-bas.
en fait, tous les decision makers, ils sont là-bas. Donc, tu veux parler à Coca, Coca, c'est un mauvais exemple, ils sont à Atlanta, mais Procter & Gamble, Unilever, etc., tous leurs sièges sont là-bas. Donc, il y a une connexion qui est simple pour eux. Donc, c'est beaucoup des bureaux commerciaux, en fait, tu vois, pour les grosses boîtes de tech qui sont là-bas, mais de plus en plus aussi des bureaux tech. Google, énorme building à New York avec beaucoup d'ingénieurs. Tu as l'équipe de Google Docs, par exemple, qui sont basés à New York. Donc, quand même, ça évolue de plus en plus. Ouais, mais si tu bosses vraiment sur l'innovation de rupture, de fortes chances que ça se passe plutôt à Palo Alto ou à SF. Et depuis quand tu vois ce changement, toi? Parce que ça fait du coup 20 ans que tu y es. C'est quand que tu as marqué? 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. 5-6 ans où, tu vois, peut-être juste avant le Covid, j'ai commencé à voir de plus en plus de startups avec beaucoup d'impact naître à New York. Tu vois, des choix. Je me rappelle par exemple de Square, qui était la boîte de Jack Dorsey, tu sais, de Twitter. Il a monté à New York. Il y a eu quelques boîtes comme ça avec beaucoup de, tu vois, de fonds, beaucoup de talents, etc., qui ont rejoint, qui se sont lancés à New York et qui ont commencé à changer l'écosystème. Parce que ces boîtes-là, elles ont réussi à driver des gens de Californie, ici. Il y a pas mal d'autres exemples, mais tu vois, ça, c'était il y a peut-être 6-7 ans, Square, et puis petit à petit, de plus en plus d'exemples. Juste avant, tu avais des boîtes comme Foursquare, qui était, tu vois, un géant dans le social. C'était vraiment de pure boîte new-yorkaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux retrouver d'autres formats d'analyse, d'actualité et des masterclass sur la tech et les startups, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité.